Pour rester bref, je vais me concentrer donc sur l'essentiel. Moi, ce qui m'intéresse ou me préoccupe en tant que financier du développement en Méditerranée, c'est non seulement la conservation des sites touristiques, mais en fait la baisse d'attractivité qu'on observe depuis environ 60 ans de tous les centres patrimoniaux et notamment les centres-villes patrimoniaux en Méditerranée. Et que ça, c'est un phénomène qui est en fait la réponse ou la conséquence de la réorganisation de la fonction urbaine dans une économie moderne et particulièrement dans une économie mondialisée, c'est-à-dire en fait l'urbanisation rapide, le sous-équipement en utilité collective, la compétition des villes entre elles face à la mondialisation de l'économie. Tout ceci conduit à mettre de côté, sans le valoriser, les centres patrimoniaux et historiques, ce qui va amener à une perte d'âme, parce qu'une perte d'activité traditionnelle ou une reconversion brutale des activités traditionnelles, une perte de patrimoine culturel qui risque d'être détruit, soit par manque d'entretien, soit tout simplement parce qu'on cherche de l'espace, etc., etc. Donc c'est pour faire face à cette question que, conjointement d'ailleurs avec la Caisse des dépôts et consignations, la Banque mondiale, etc., et d'autres partenaires, nous avons créé au sein du centre de Marseille un programme d'assistance technique à la modernisation des politiques publiques en termes d'aménagement et de revitalisation du patrimoine urbain, que nous avons appelé Médina 2030, essayer de faire un inventaire de ce qui a été fait, parce qu'il y a eu de nombreuses tentatives de remise en état de centres urbains, patrimoniaux et historiques autour de la Méditerranée. Toutes ces expériences ont été utiles, ne serait-ce que par les enseignements qu'elles ont portés. Peu ont été absolument concluantes. Donc, d'une part, première étape, faire l'inventaire de ce qui a été fait. Deuxième étape, essayer de déterminer un certain nombre de bonnes pratiques et de former les décideurs publics et privés d'ailleurs à la mise en œuvre de ces bonnes pratiques. Et troisièmement, nous, en tant que financiers du développement, appuyer ensuite derrière un certain nombre de projets pilotes. Et le premier projet pilote de l'initiative Médina 2030, ça va être la restauration d'une partie substantielle de la Médina de Meknès au Maroc. Alors, toujours pour faire bref, parce que je crois que j'ai encore 1 minute et demie, n'est-ce pas? Quels sont quelques mots sur les facteurs de succès? Le premier facteur de succès, lorsqu'on entreprend une remise en œuvre, une revitalisation d'un patrimoine historique, c'est d'avoir une vision de long terme, une vision de long et de très long terme, de façon à créer une gouvernance inclusive, une gouvernance qui rassemble aussi bien les autorités urbaines concernées que les autorités de tutelle, que les institutions financières internationales que vous avez citées, monsieur, il y a quelques instants, mais aussi les acteurs privés et en particulier au premier plan les représentants des habitants, parce que sans appropriation de la démarche par ceux qui habitent sur le lieu qu'il s'agit de revitaliser, on ne fait rien de durable. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en tant que financier, c'est celui qui m'intéresse évidemment, c'est de développer non pas un outil financier, mais une palette d'outils financiers diversifiés pour répondre à la diversité des investissements qu'il faudra mettre en œuvre, que ce soit pour faire du portage dans la durée ou faire du portage du secteur privé, etc., etc. Derrière cette mise en œuvre d'une palette, ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs acteurs. Il va y avoir des institutionnels, il va y avoir aussi le secteur bancaire privé, il va y avoir aussi le secteur bancaire public ou le secteur institutionnel public, il va y avoir aussi les organisations internationales. Donc il ne faut pas avoir un seul outil financier, il faut en avoir plusieurs. Troisième facteur de succès, c'est qu'il faut évidemment traiter toute la problématique du foncier et du logement ou du relogement des habitants. Si on ne s'attaque pas à ça, si on n'inclut pas ça dans la vision de long terme, et encore une fois, le facteur fondamental ici, c'est l'appropriation du projet par les habitants, on ne fait strictement rien. Quatrième facteur de succès, c'est qu'au fond, il ne faut pas seulement restaurer, il ne faut pas seulement créer une sorte, excusez-moi, de Disneyland ou de musée. Ce qu'il faut, c'est trouver des nouvelles fonctionnalités économiques à un patrimoine existant et que ces fonctionnalités économiques préservent l'acquis culturel ou interculturel de ce qu'il s'agit de sauver. Donc, alors évidemment, la fonction la plus simple, c'est de mettre une clôture autour, un guichet, et puis de faire entrer les gens et en sortir. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus intelligent. En fait, il faut réfléchir à la création, la conversion de l'usage économique de certains des bâtiments qui sont les plus importants.
Vous voyez, à Syracuse, par exemple, on a transformé un couvent en une pépinière pour jeunes artistes. Bon, il y a d'autres modèles qu'on peut essayer de mettre en place, mais il faut aussi y réfléchir à toute une dynamique de micro-entreprises et de TPE qui vont, elles, être porteuses de métiers qui s'inscrivent dans la durabilité du patrimoine en question, mais peut-être avec des outils totalement innovants. Si je reviens à Syracuse, par exemple, il a été appuyé un certain nombre de services aux étudiants avec l'utilisation de nouvelles technologies, Internet, téléphone mobile, etc., qui a permis des points d'activité durables sur le terrain. Enfin, dernier point, il faut aussi traiter la problématique de l'inclusion du patrimoine qu'on a restauré ou de l'ensemble urbain qu'on a restauré vis-à-vis du reste du tissu urbain. Et cette inclusion, c'est les transports, les services essentiels, l'accès. Quand je dis l'accès, c'est l'entrée et la sortie du nouveau patrimoine urbain, etc., etc. Bref, j'en termine en disant que la valorisation touristique est évidemment un facteur déclenchant souvent d'une démarche de remise en état, mais qu'à notre avis, elle est insuffisante. Ce qu'il faut, c'est créer une activité durable, et que donc il faut s'éloigner ou prendre un petit peu de hauteur par rapport à la simple valorisation touristique. Et enfin, il ne faut pas tomber dans les pièges de la ville-musée, de la ville Disneyland, ou de la ville centre culturel, ou de la ville ghetto. Et de ce point de vue-là, je voudrais vous inviter à une promenade à travers les expériences de Médina restaurée en Méditerranée que nous avons incarné. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur Henri Marty-Gauquier, directeur de la Banque européenne d'investissement.